Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien. Surtout accrochez vos ceintures. Aujourd'hui, j'ai un épisode très spécial pour vous. Je dois vous dire que j'étais un peu impressionnée et surtout que j'avais très envie d'avoir cet invité depuis fort longtemps. Il n'est pas facile à avoir et même pour la petite anecdote, on a fait une interview un peu plus courte que d'habitude parce qu'il avait rendez-vous avec un ministre juste après. Et donc, il a dû malheureusement nous quitter un petit peu plus tôt. Cette personne que j'admire énormément, c'est Nicolas Dufourcq, qui est le président de la BPI, vous savez, la Banque française d'investissement. Cette banque dont la mission est vraiment de réindustrialiser la France, de rendre le dynamisme entrepreneurial français plus performant, plus percutant, plus fort, tout simplement. Ce que j'aime avec Nicolas, c'est qu'il a des valeurs, mais que je trouve honnêtement exceptionnelles. C'est vraiment quelqu'un qui a une mission de vie de rendre la France plus dynamique, de rendre le courage en français, de détruire la peur, comme il le dira dans cet épisode. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout. Je pense qu'il pourra peut-être faire chavirer quelques cœurs. Moi, personnellement, j'ai déjà envie de faire une V2. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est le cas pour vous aussi. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le faire un petit mot à Nicolas Dufourcq sur LinkedIn si c'est le cas, ou à suivre les différents médias de la BPI. Je suis sûre qu'ils seront très contents. Je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne écoute, un très bon visionnage. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Dufourcq. Nicolas, je suis enchantée, je suis impressionnée, je suis assez émue de vous avoir. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous avoir sur le podcast, ça va passer très vite. J'ai plein de questions pour vous. Vous avez commencé par me dire que votre mission, c'est de détruire la peur. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voulez dire par là? Oui, en effet, je pense qu'il y a une très grosse partie des Français qui, par, manque de confiance en eux-mêmes, par peur en fait, hein, la grande maladie qui traverse toute la France depuis toujours, passent à côté de leur vie en fait, hein, et donc vont suivre un certain nombre de parcours stéréotypés, bon, qu'on leur a inculqués et qui les rassurent et qui font que souvent à 40 ans, ils sont déjà dans le regret. Mmh. Sauf que 40 ans, c'est jeune, il reste, 25 ans de vie professionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de Français qui ont des longs regrets, hein. Voilà, donc le rôle de la BPI, que je qualifie d'éditeur d'entrepreneurs, moi j'aime bien dire ça. Éditeur d'entrepreneurs. Ouais, ouais, c'est de dire aux gens: «Il y a une fibre entrepreneuriale chez vous». Quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise, mais en tout cas là où vous êtes, vous pouvez être créatif, vous pouvez être fécond. Vous pouvez faire des pas de côté, de toute façon vous êtes protégés, donc soyez libres. La liberté, ça c'est aussi un sujet qui me tient à cœur et c'est drôle parce que je pense que beaucoup de personnes, comme vous le dites, n'osent pas être libres par peur. Oui. Et on se dit souvent que les entrepreneurs sont les seuls qui ont le droit de s'autoriser à être libres. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression que dans votre discours et la mission de la BPI, on ne s'adresse en réalité pas qu'à des entrepreneurs. On s'adresse de manière beaucoup plus globale à des personnes qui pourraient, par une contribution individuelle, par la contribution dans leur travail, finalement, essayer de réindustrialiser, d'innover, d'avoir un esprit d'entreprise. Mmh. C'est quoi cet esprit d'entreprise pour vous? Bah, il y a un très beau livre de La Boétie qui s'intitule «Discours sur la servitude volontaire», d'accord? Et moi, je pense qu'il faut écrire le discours sur la liberté volontaire, parce que la liberté, c'est une volonté. Elle tombe pas du ciel, il faut la décider. Et je pense que dans notre société, les sociétés européennes d'ailleurs de manière générale, hein, qui ont été éprouvées par tant d'épreuves et de guerres et cetera, l'éducation à la volonté d'être libre, c'est un peu perdu. Et c'est ça qu'il faut redresser, parce qu'à la fin des fins, quand on essaie de comprendre pourquoi l'Europe croît de 1 ou 1,5 alors que les États-Unis croissent de 3 ou 3,5, la différence entre les 2, c'est la culture de la liberté, hein, cette espèce de légèreté dans la liberté, voilà. Et donc je pense que c'est un combat, à la fois opérationnel, puisque derrière tout ça, il y a une boîte à outils énorme, hein, à la BPI pour accompagner ceux qui ont fait ce choix de liberté. Mais c'est aussi un combat, spirituel finalement, hein, voilà. Raison pour laquelle d'ailleurs, on fait, autant d'événements, autant d'interventions, autant de prises de parole, pour laquelle je suis avec vous ce matin, parce que ça passe beaucoup par la maïeutique quand même tout ça, hein. Il faut expliquer, parler et puis peut-être qu'un jour quelqu'un qui m'aura entendu ce matin se dira: «Mais il a complètement raison, après tout j'y vais quoi». Pourquoi pas moi? Ben voilà.
Nicolas, est-ce que ça passe aussi beaucoup par l'éducation? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'une fois qu'on est rentré dans un système et moi-même étant ancienne bonne élève, je sais ce que c'est, où j'essayais de bien faire, mais du coup, j'étais pas très libre dans ma tête. J'ai fait plein de grandes études et cetera et en fait, je traçais ma route sans trop me poser de questions, mais je me rendais Mmh. pas compte que j'étais pas très libre et Mmh. finalement, c'est un jour où j'ai eu un échec, où je Mmh. me suis complètement, remis en question parce que je me suis dit: «Mais finalement, si j'ai cet échec, c'est aussi l'occasion de repartir de zéro et Mmh. c'est là que j'ai créé mon entreprise». Tout ça pour vous demander donc si vous pensez que l'éducation dès l'enfance, mais ensuite, bien sûr, la maïeutique dont vous parlez plus tard, Mmh. peut jouer un rôle justement sur cette création d'esprit d'entreprise et de Beh, oui, bien liberté. sûr. Je crois qu'il faut dire aux gens que très peu d'échecs sont graves. Très, très peu. Il y a d'ailleurs, honnêtement, dans nos vies, ultra, ultra protégées, très peu de choses qui sont vraiment graves, hein. C'est bien de le rappeler. Beh, oui, très peu de choses sont graves, voilà, et quand c'est grave, c'est très grave, Mmh. voilà, et donc c'est le décès, quoi, c'est tout, c'est le bon, et donc il faut vraiment dénouer toutes ces peurs. Il faut vraiment, vraiment dénouer toutes ces peurs, et enfin, je veux dire, il faut se mettre en mode même pas mal, quoi. En mode pourquoi pas, en mode même pas mal, et ceux qui le font, incroyable les succès qu'ils ont. Le thème cette année de la BPI, chaque année la BPI a un thème, hein, Je c'était la sais bien. fierté, et et la fierté, c'est effectivement ce qui donne du courage, c'est la confiance en soi qui donne du courage. Le courage donne de la chance donne du succès. Voilà, donc confiance en soi donne du courage, qui donne de la chance, qui donne du succès, qui alimente le courage, qui redonne de la chance, qui redonne du succès, et c'est une boucle vertueuse. Voilà. Donc derrière la question du rapport à la peur, il y a la question du courage aussi, hein. Et donc est-ce qu'il y a assez d'éducation du courage? C'est ça la question que vous posez en réalité, en France en particulier et en Europe plus généralement, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on fait partie, d'un très grand pays qui s'appelle l'Europe. Bah, je pense qu'on peut progresser dans l'éducation du courage en effet. Nicolas, j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Pourquoi cet amour de la liberté, cet amour du courage, ces valeurs? Est-ce qu'il y a eu un moment fort? Est-ce que c'est une éducation? Qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes autant investi d'une mission? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je trouve que vous faites, figure, pas d'ovni dans le monde politique, mais c'est vrai que vous on sent en fait vraiment que vous portez très fort ces messages et moi en tant qu'entrepreneur, ça me parle. Et je voulais savoir, bah, d'où venait Mmh. finalement cet attachement et cette mission? Je sais pas, c'est l'enfance, hein, probablement. Je ne sais pas, hein, donc on peut faire de la psychologie. Il se trouve que jusqu'à 15-16 ans, j'étais très, très, très asthmatique. Moi, j'étais dans l'étouffement, Mmh. à la j'étouffais d'un d'une façon pneumatique, on va Mmh. dire, hein. Donc je manquais d'air, tout simplement, et quand Mmh. vous avez vécu ça et qu'en fait vous l'avez vécu, parce que quand vous savez à quel point les enfants sont courageux, hein, incroyable. Bah, vous avez juste envie d'un monde, aéré quoi, hein, d'un monde pneumatique. Je pense que ça vient de là. Mmh. J'aimerais aussi parler de votre livre, La désindustrialisation de la France. Alors, c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que je vous ai dit que moi aussi, je fabrique en France et pour moi, en fait, la fabrication française et de manière générale, l'industrie sont des sujets et j'étais tellement heureuse quand j'ai vu que la Mmh. BPI s'en emparait, Bah, oui. qui sont des sujets, en fait, qui manquaient à un moment Mmh. donné, dans l'univers médiatique. Une phrase que j'ai lue de votre part, c'est: «Les plus belles carrières de demain seront dans l'industrie» et Mmh ça, mh. j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve Mmh. qu'elle va contre des idées reçues. Mmh mh. On se dit que l'industrie, c'est le monde du passé, c'est la Mmh. nostalgie, que c'est on a même des images d'Épinal un peu, Bien sûr, minières et bien cetera. sûr. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous voulez dire: «Les plus belles carrières de demain seront dans l'industrie»? Bah, ce que je dis aux jeunes, qui m'écoutent aujourd'hui peut-être, hein, c'est que, évidemment, ils ont tous des flashs lumineux, qui sont, la traduction, un peu comme sur la caverne de Platon, de ce qui brille en ce moment, hein. Or, quand ça brille, c'est que c'est déjà encombré. Mmh. J'aime beaucoup. C'est bah, oui, et donc vous laissez pas faire, quoi. Vous laissez pas influencer. Il y a un truc qui brille pas trop et dans lequel c'est pas du tout encombré parce que tout Ça, le je vous monde a besoin de garantis vous, pour c'est y être. l'industrie. Et donc c'est tout, c'est l'offre et la demande. Mmh. L'offre est faible, la demande de la part des entrepreneurs est considérable et donc les progressions de carrière seront extrêmement rapides. Les salaires sont bons, et puis par ailleurs, c'est un grand kiff quand même l'industrie.
Parce que, vous êtes enfin, certains entrepreneurs me l'ont dit, c'est un jeu d'échecs à 3 dimensions. C'est beaucoup plus compliqué qu'une start-up digitale. Ça, je vous garantis, dès qu'il y a un produit On est physique, d'accord, hein. ouais. Dès qu'il y a un produit fini avec de la supply chain, des interdépendances avec des fournisseurs, français ou étrangers, des sujets Bah, d'expédition, de logistique, d'expédition, de de délai, de cartons sécurité. qui arrivent pas, de clients qu'on peut enfin, donc c'est très complexe, Ouais. très, très, très complexe, hein. Donc passionnant, donc passionnant. Il y a sans cesse des sujets, intéressants à traiter, des problèmes à régler et donc à la fin de la journée, un sentiment d'utilité incroyable, hein. Et pourquoi cette désindustrialisation de la France? Alors j'ai pas envie qu'on batte en revue tout votre livre, hein, Mmh. mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer les causes selon vous, qui ont mené en fait à cet état, Mmh. que vous citez dans le livre? Bah, elles sont multifactorielles, c'est ça que j'explique dans le livre. C'est que fondamentalement, progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, tout s'est mis en place pour que la société française fasse le choix collectif d'abandonner son industrie, hein. Et donc il y a eu des courants idéologiques très profonds qui remontent en fait même au début des années 60, autour de l'économie de l'école de Jean Fourastier sur l'idée qu'une société peut être une société de services, Mmh. hein, et au fond expulser son industrie qui ira quelque part. À l'époque, Fourastier pouvait pas prévoir qu'elle serait chinoise, hein, mais c'est quand même ça qui s'est produit. On a voulu penser qu'on pouvait être une société uniquement féconde, et qui ferait du design et du dessin et que des gens, dans la Mmh. planète quelque part, feraient le job de l'industrie et que ces gens d'ailleurs ne monteraient pas Ouais. en compétences, en qualité et en fécondité, en créativité, qu'ils seraient éternellement, à notre disposition. Donc c'est une vision du monde qui était mais elle s'est imposée cette vision-là, hein. Naïve en réalité, hein, et un peu arrogante Ouais. aussi. C'est-à-dire que le chinois ne sera jamais bon. Bon, évidemment, au bout de quelques années, le chinois est devenu meilleur que nous et donc il y a ça, il y a le fait que, une campagne, oui, on va dire médiatique au sens très large du terme, contre l'industrie s'est construite sur l'idée que c'était sale, que ça licenciait, que Mmh. c'était l'aliénation. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu des profondeurs de la gauche française, hein. Bon et puis ensuite, il y a un certain nombre de mesures politiques qui ont été prises, le déplafonnement de l'ISF qui a tué toute une génération Ouais. d'entreprises familiales de l'industrie, les 35 heures qui sont qui ont été mises en œuvre le 1er janvier 2002, 15 jours après l'entrée de la Chine dans, l'Organisation mondiale du commerce, hein. Voilà, donc Bon la timing. Chine rentre le 15 décembre 2001 et le 1er janvier 2002, la France désarme. Et les Chinois ne sont pas aux 35 heures. Et les Chinois ne sont pas aux 35 heures. De toute façon, vous regardez la courbe de la désindustrialisation de la France et vous la calez sur la courbe de la baisse de la quantité de travail des Français et c'est la même, hein. Donc la désindustrialisation commence, en fait, pratiquement en 1982 avec la 5e semaine de congés payés et les 39 heures. Je dis pas qu'il fallait pas les faire, mais il fallait mesurer la conséquence. Mmh. Il fallait pas se dire que, même pas mal, il y aura pas de conséquences. Il y a toujours des conséquences dans ce qu'on fait et à ce moment-là, si on avait mesuré ça, on aurait pris des dispositions. Par exemple, on aurait créé la BPI en 1982 Mmh. et pas en 2012, Ouais. 30 ans plus tard. Je dis pas que c'est trop tard, hein, mais entre-temps, le prix à payer par la société française a été considérable. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui, disent: «En tout cas, c'est trop tard, maintenant, les jeux sont faits», si vous Non, ça voulez? c'est jamais vrai. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui disent: «Mais en tout cas, la Chine est irrattrapable, c'est un vivier, les salaires ne sont pas les mêmes, la Oui, Chine, le Bangladesh, peu importe alors à la ouais. rigueur quel sera le pays». Non, mais c'est jamais vrai ça. C'est jamais, jamais trop tard. N'importe quelle nation peut s'en tirer, pour peu qu'elle bosse, qu'elle soit solidaire, qu'elle ait un projet collectif et puis surtout, je reviens au début de notre conversation, que son potentiel soit libéré, quoi. Le potentiel français, il est incroyable, mais incroyable. C'est-à-dire et d'ailleurs le monde entier le sait. Voilà. Prenez la Corée. La Corée, elle avait un PIB par tête inférieur au PIB par tête de la Tunisie au début des Incroyable. années 50. Mmh. Voilà. Donc ce que la Corée, c'est pas la Chine, c'est un demi-pays. Ils ont été coupés en 2 en plus et donc c'est un tout petit pays démographiquement. Ils ont été capables de faire des groupes comme Samsung qui dominent le monde. Ils ont été capables d'imposer la K-pop, par exemple, qui domine le monde aujourd'hui. Donc la Corée montre que tout est possible. Mmh. Absolument tout est possible, voilà. Donc si les Français s'en convainquent, on peut faire des choses incroyables, hein. Et d'ailleurs, honnêtement, en ce moment, on fait des choses bien. On fait des choses qui aurait imaginé il y a 15 ans qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, hein? Et je vous assure, moi je suis souvent à Bruxelles, de Bruxelles, quand on regarde la France,
Bon, on se dit quand même ce pays, c'est pas n'importe quoi, hein. Certes, ses finances publiques sont très mal gérées. Ça, on va se le dire. Enfin, bon, c'est pas qu'elles soient mal gérées, mais le choix collectif de la société française, c'est quand même un choix qui pousse à la dépense publique, ça c'est certain. Et c'est dur de gérer ça. Mais pour le reste, c'est un pays qui surprend. Personne n'aurait imaginé qu'on soit capable d'être, positionné sur la planète digitale européenne et Mmh. mondiale comme finalement on l'est, ou dans les industries créatives comme la vôtre, ou même d'ailleurs dans la réindustrialisation. Une autre, idée reçue, je trouve, c'est la tension contradictoire entre réindustrialisation, fabrication et une forme d'écologie. Oui. Que je trouve assez complexe sincèrement à Mmh. expliquer et à Ouais, résoudre. Et alors je me suis dit: «J'ai la meilleure personne en face de moi pour pour m'expliquer et ouais, surtout pour parler aux personnes qui sont persuadées que donc l'industrialisation, c'est le mal parce que ça pollue», si je le dis avec simplicité, ouais, ouais, et ce qui, je pense, est faux personnellement, mais oui. je serais curieuse d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Non, mais enfin, la chance qu'on a, c'est que comme on a désindustrialisé, les usines qu'on reconstruit aujourd'hui, elles sautent une étape. Une espèce de gigantesque saut de grenouille, donc on passe au-dessus de l'étape qui a été l'étape allemande en fait, hein, c'est l'étape, d'une industrie, qui, a couvert tout le territoire allemand avec une énergie qui était le gaz russe. Nous, cette étape, on la saute et on va directement à l'électricité. Donc on fait une industrie électrique. Une industrie nativement verte, avec des usines modernes qu'on fait sortir de terre et qui sont construites pour être, HQE, des usines d'ailleurs dont je souhaite qu'elles soient belles, entre Mmh, parenthèses, hein, parce que dans le grand propos qui est le nôtre, il faut qu'on ait une industrie qui fasse monter des objets iconiques dans les territoires, et qui donne envie au bien fond sûr. finalement de s'associer à cette nouvelle grande aventure, qui est l'aventure du produire en France. Donc tout ça est totalement, cohérent, hein, je pense que les écologistes, veulent des boucles courtes aussi, hein. Ils C'est enfin, vrai. bah, oui, et donc la boucle courte, l'usine électrique, qui ressemble à une salle blanche honnêtement maintenant avec des opérateurs. Par parenthèse, pas énormément d'emplois, hein, puisque c'est beaucoup d'automatisation, c'est beaucoup de machines, Mmh. et une usine qui était elle-même un objet iconique dans un territoire beau, moi je trouve que c'est un beau récit quand même à la fin. Hem, pour changer un peu de sujet, Nicolas, si vous l'acceptez, j'aimerais bien, revenir un peu plus en détail, sur votre carrière, parce que ce podcast, c'est aussi un podcast sur des vies, Mmh pas mh. que sur, des missions et une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux que vos parents vous aient transmises? Hem, Ouh, c'est une question compliquée, mais je la oui, trouve toujours assez importante. oui, oui. Les parents, c'est 2 personnes, hein. Ouais. Ils sont très différents. Et sur c'est intéressant justement d'avoir les sommes Bien des 2 sûr, valeurs. du côté du père, du côté du père, c'est la responsabilité, la discipline saturnienne, on va dire, hein. Éthique de Heu, l'effort. L'éthique de l'effort, absolument. Heu, la persévérance et la résilience, et cetera, bien sûr, et du côté de la mère, c'est, plutôt toutes les valeurs de Jeanne d'Arc, hein. Voilà, donc le courage, le panache, Mmh. la transgression, et cetera. Ah, une belle combinaison. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes tombé amoureux du monde de l'entreprise, on va dire, du monde, des affaires, du monde de l'entrepreneuriat? Ou est-ce que c'est arrivé un peu par les hasards de la vie, on va dire? Peut-être que c'est de la Ah France, non, je mais suis tombé dedans à 20 ans, moi. et alors comment ça s'est fait? Ah bah, ça s'est fait de manière très simple. Je voulais être éditeur moi, et je suis devenu éditeur d'entrepreneurs, donc tout va bien. Mais je voulais absolument être éditeur d'art, en fait, hein. Je voulais publier des livres d'art, quand j'avais 17 ans, et donc c'est pour ça que j'ai fait HEC. J'ai fait HEC parce que je voulais apprendre ce que c'était que créer une entreprise, être un membre. Et puis ça s'est pas fait parce que c'était un tout petit milieu, mais vraiment microscopique milieu, et cetera, et à un moment, je me suis posé la question de savoir, dans la croisée des chemins, soit je sers mon pays, et c'est pour ça que j'ai fait l'ENA, soit je suis entrepreneur. Mais il était hors de question de rentrer chez Colgate-Palmolive, par exemple, hein. Donc vous aviez déjà dans cette tête cette dichotomie qui est quand même Et assez donc j'ai fait les drôle 2 à parce que l'époque. À 20 ans, j'ai fait les 2. C'est-à-dire et que j'ai c'est ça qui est préparé fou. l'ENA, je suis reçu à l'ENA, et pendant l'ENA, j'ai créé 5 PME.
Vous avez créé, mais j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Oui, si, 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 j'ai créé une première PME qui est une PME d'exportation d'affiches d'art françaises aux États-Unis qui s'appelait Graphisca. Puis après, j'ai créé une deuxième PME, qui, faisait de la publicité sur le toit des taxis à Paris qui s'appelait Taxi Pub. Et on a gagné le grand prix de la fondation Jacques Douce à l'époque, hein, je l'ai gagné en 86. Et puis ça s'est pas fait parce qu'on a eu une interdiction préfectorale de mettre, c'est comme à New York, hein, ces supports qui ressemblent à des barres de Toblerone sur le toit des taxis, interdiction. Bon, donc on a fait autre chose, on a créé une PME de plasturgie, en Lorraine, à Carlin, qui s'appelait la Société européenne de composite, qu'on a vendue. Et puis ensuite, on a créé une nouvelle PME, qui est une PME, rien à voir, mais ça c'était par affinité de l'un de mes associés, qui était une PME qui était à Souillac et qui faisait de la production de foie gras. Ouais, et qui s'appelait Canova. Canova comme Caneton, comme la canne Aliénor d'Aquitaine, qui est la souche génétique des cannes qui font du foie gras, donc Canova. Et puis pour terminer, j'ai fait une société de formation professionnelle OK. qui portait le nom de la maison de mon grand-père qui m'a permis de rembourser toutes les dettes que j'avais Ouais. contractées pour être un industriel en herbe, à 25 ans quand même, hein. Mais donc tout ça en parallèle de vos études à l'ENA, par Tout ça en exemple? parallèle de l'ENA et de l'inspection des finances, oui, Donc exactement. la discipline paternelle était utile à ce moment-là? Alors là, j'étais vraiment dans l'écartement des valeurs de mes parents. C'est incroyable. J'étais exactement. Et alors Comme suite quoi à tout est possible, hein. bah, c'est je dois dire que vous Voilà, êtes mais un ex honnêtement entre nous, j'aurais jamais pu faire Wanadoo si j'avais pas fait tout ça, hein. Parce qu'ensuite je suis rentré à France Télé enfin ouais, ouais. j'ai appelé France le patron de France Télécom en lui disant que je voulais faire internet chez lui. On était en 1993, hein, et j'avais découvert internet aux États-Unis et il m'a demandé de venir et Michel Bon m'a demandé de monter, tout ça, quoi, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai pu coter, Wanadoo pour 20 milliards d'euros en juillet 2000. Donc c'est une aventure entrepreneuriale extraordinaire, hein, absolument extraordinaire, mais que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été moi-même, les mains dans le cambouis de la PME des territoires, à 25 ans. Bah, j'allais dire que l'écartement même entre la PME, dans le foie gras, Mmh. à 25 ans et ensuite France Télécom ou la BPI où je sais pas combien il y a d'employés et de Oui, collaborateurs, mais je peux imaginer que c'est pas tout à fait le même chiffre. oui. Ça doit être, mentalement quand même, une petite différence de gestion. Oui, mais ce qui vous permet de réussir, c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire, c'est la rapidité du jugement et la détermination dans l'action, quand même, le courage aussi, hein, l'esprit décisif. Tout ça, c'est ce que vous apprenez sur le champ de bataille entrepreneuriale, hein, et c'est pas à l'école que vous l'apprenez. Ça, je veux bien qu'on revienne dessus. Est-ce que vous auriez des exemples, où vous pourriez m'expliciter ce que vous voulez dire? Ou peut-être, via des exemples d'un moment où vous sentez que cet esprit décisif vous a été particulièrement utile? Enfin, justement, en fait, cette conclusion que vous tirez que le succès vient Mmh, de cet esprit décisif, oui. comment vous est-elle venue? Bah, j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps, hein. Quand vous êtes, vous le savez très bien, c'est votre Moi, vie, je le hein. sais, mais j'ai envie que vous le disiez. Oui, mais c'est ce que je sais de tous les partenaires, clients de BPI France, hein. C'est toutes les semaines l'esprit décisif, toutes les semaines. Alors que, bon, dans les grands groupes, il y a tellement, tellement de monde, on vous demande pas de faire appel à votre esprit décisif, tous les jours, hein. Dans la PME, si, tout le temps, hein. Alors parfois c'est dramatique. Je me souviens très bien du coup de téléphone du banquier un samedi matin, me disant qu'il paierait pas les salaires du lundi matin. Et là, vous faites quoi? Vous prenez Mmh. votre train, et puis vous vous préparez à faire passer un certain nombre d'entretiens le lundi pour expliquer aux jeunes que vous aviez recrutés, que vous allez pas pouvoir les garder. Donc c'est très dur, hein. L'esprit décisif, c'est le moment où vous décidez de lancer une nouvelle PME ou de faire une acquisition, ou de faire une vente, puis de vous séparer de quelqu'un, enfin, c'est tout le temps, hein. Dans la PME, c'est absolument vous le savez, c'est absolument tout le temps, hein, mais c'est ça qui fait qu'on adore cette vie-là, qui est une vie d'une intensité extrême. Parfois un petit peu fatigante. Oui, il faut bien dormir, Voilà. il faut bien dormir. Nicolas, vous utilisez sans cesse le terme de PME, un terme Mmh, que j'aime bien, mais malgré tout, il est un peu connoté négativement, un peu vieillot oui, aujourd'hui et je l'oppose, sans l'opposer, au terme de start-up et oui, alors là, c'est pas facile pour vous, j'en ai conscience, parce qu'en fait, on a envie de valoriser les start-up en France, bien sûr, mais on oui, a aussi envie de valoriser les PME oui, et bien souvent, je trouve que ces mondes s'opposent, oui. par un certain nombre de valeurs. En quoi est-ce qu'une PME, c'est cool?
Cool. Non, mais c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a un sujet de désignation. Bon, les startups, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que la BPI ne fait que les startups, les tech. Les startups tech, ça représente chez nous, j'ai envie de dire 10 à 15% de notre action, hein. Et tout le reste, c'est l'entreprise. Des gens comme nous. Voilà. Donc l'entreprise, on va dire bah oui, créée par des fondateurs ou héritée, transmise, familiale, pas familiale, dans les régions, dans les métropoles, enfin toute l'entreprise, toute l'économie, quoi, tout simplement, mais pas spécialement tech, pas spécialement basket blanche, et pas spécialement digital, et voilà. Et votre question, c'est? Ma question, c'est en quoi est-ce que ces entreprises apportent quand même de la valeur dans un monde où il y a quand même une surmédiatisation du monde de la tech, avec des valeurs de tech qui sont très bien, de croissance, et cetera, mais aussi un certain nombre de valeurs, notamment sur, la dépense et sur, la rentabilité, Oui. qui sont assez en contradiction avec le monde des PME? Oui, d'accord, je comprends la question. Donc il y a quelque chose qui est on va rappeler ce que c'est que le capital risque. Le capital risque, ça consiste à projeter un peu comme avec un Karcher. Ceux qui ont utilisé un Karcher, sauront, à quoi je pense, hein. Une espèce de flux de capital extrêmement intense, extrêmement rapide, et en grande quantité, Mmh. sur une surface limitée, pour faire monter un objet à toute vitesse. Ça, c'est ça le capital risque, hein. Donc vous avez un projet. Alors c'est pour ça que la technologie s'applique bien à ça, Mmh. hein. En plus, elle demande pas mal de capital, mais vous avez un petit objet et vous mettez énormément de capital dessus pour faire monter très vite, donc c'est le taux de croissance qui compte, hein, au prix d'un EBITDA négatif important, mais vous faites monter très vite une entreprise qui ensuite va trouver son équilibre, On l'espère. et à ce moment-là, on l'espère, et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à ralentir le jet de capital, hein. C'est ça le capital risque. Donc ça s'applique très bien au digital, ça s'applique très bien à la biotech, ça s'applique très bien à la medtech, ça s'applique très bien à pas mal de choses en fait, hein. Et c'est vrai que beaucoup de PME industrielles disent: «Et pourquoi pas nous? Pourquoi cette méthode-là? Pourquoi est-ce que nous, vous nous dites petit à petit, l'oiseau fait son nid, faites d'abord vos preuves, revenez nous voir, soyez EBITDA positif et puis on réfléchira». Et je suis d'accord qu'il y a pas de raison qu'il y ait d'un côté une méthode et de l'autre, un monde auquel cette méthode est interdite. Donc nous avons créé une nouvelle classe d'actifs qui s'appelle le capital risque industriel, hein, qui consiste à dire aux entrepreneurs des PME, on va vous traiter comme les start-upers de la tech, hein. La contrepartie, c'est qu'il faut croître très très vite, Mmh. hein. Donc c'est une espèce de fuite en avant, c'est construite, raisonnée, acceptée et décidée. Donc le capital risque industriel démarre en France, hein, et ça, c'est très, très intéressant, hein. Donc c'est avec ça que vous voyez, par exemple, Verkor, la gigafactory de batteries, qui se monte à Dunkerque, hein, après une usine pilote à Grenoble. Bon, bah, c'est des jeunes entrepreneurs et ils ont levé 2 milliards. C'est ça le capital risque industriel. Ou bien Aledia, on est en train de construire une usine à Grenoble en ce moment, Grenoble aussi, qui fait des micro LED. C'est des entrepreneurs qui, c'est pas du tout des familles, d'entrepreneurs hérités dans la culture, de l'entrepreneuriat familial des territoires, pas du tout, hein. C'est 2 chercheurs avec, des découvertes qui décident de, passer à l'acte industriel. Et sauf que passer à l'acte industriel quand vous faites des micro LED, ça veut dire tout de suite une énorme usine, Ouais. hein. Et donc, c'est des tours de 500 millions. Voilà. Donc au fond, la méthode du capital risque, californien, par parenthèse inventée par un Français, hein, qui était un général français dans les années 50 en Californie, nous commençons à l'appliquer à l'industrie, hein. Et celui qui a montré qui a pointé dans cette direction-là, c'est quand même Elon Musk, hein, Tout à fait. qui a rappelé que, on pouvait avoir une approche, industrie, capital risque, et qu'il y avait compatibilité entre les 2 univers. Mmh. Bon, et par ailleurs, il y a aussi la place pour des entreprises qui sont des entreprises peut-être plus lentes dans la croissance, mais avec, de la rentabilité dès le Ah départ, non, on va mais bien dire. sûr. Et ça, c'est Mais important je vais vous pour moi faire une quand même de le dire. révélation, Dites-moi. et je la fais d'autant plus que moi-même j'en étais pas conscient. La BPI, en 2023, chaque trimestre, elle est soit numéro 1, soit numéro 2 mondial en nombre de deals Mmh.
en nombre de deals d'equity. Ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas, si, Et un peu quand même. c'est monstrueux. Mmh. Et quel deal fait-on? Eh ben, énormément de deals comme vous, hein, c'est-à-dire, de PME industrielles dans les territoires. Ouais. Et je vous fais je vous livre une deuxième information qui est quel est bon, donc on investit énormément et on vend beaucoup. Le portefeuille tourne. Quel est le multiple moyen de sortie de la BPI sur les PME industrielles des territoires en 2023? 3,12. Vous Ouf, vous rendez compte? bravo. Non, mais donc ça donne raison à ce que vous dites. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a le monde gigantesque qu'on appelle tout simplement l'économie française et européenne. Parce qu'il n'y a pas que des startups, machin, patins couffins, hein, il y a mais qui représentent encore une fois une minorité. Mmh. Le vaste monde de la PME, eh ben, c'est un monde ultra, Intéressant. constructif, fécond, créateur d'immenses, valeurs, et les chiffres que je viens d'indiquer le prouvent. Bah, je vous remercie parce que je pense que ça avait on avait besoin d'une petite mise à jour de ces chiffres. Oui, sachant que, puisque votre métier c'est la joaillerie, le deal, le plus incroyable que nous ayons fait cette année, c'est dans la joaillerie. C'est la fameuse, usine dont on parlait Ouais, avant de commencer. ouais, ouais. Bah, je veux dire. Nicolas, le temps passe et je sais que vous avez beaucoup d'autres rendez-vous, à mon grand dam, mais j'espère que nous aurons une V2. Je passe maintenant à mon crible qui sont des questions, si vous l'acceptez, un petit peu plus personnelles. La première de ces questions, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre carrière, vie professionnelle, personnelle, un échec? Qui est votre plus bel échec? Celui dont vous êtes le plus fier. D'une certaine manière, vous avez un petit attachement à cet échec et puis surtout les enseignements, que vous en avez tirés. Ah non, mais toutes les PME dont j'ai parlé tout à l'heure, elles m'ont formé, mais enfin elles m'ont coûté de l'argent, hein. Mmh. C'est-à-dire que le Taxi Pub, j'étais obligé de l'arrêter parce que ça a été interdit. La société européenne de composite, je l'ai revendue pour rien du tout, parce qu'on a eu une crise de trésorerie systémique, parce qu'un client nous a pas payé. Et la lettre de change n'était pas confirmée. Bon, et donc quand vous démarrez à 25 ans, avec très, très peu de capitaux personnels, parce que ça n'était que des emprunts étudiants ou des prêts, de Love Money ici ou là à l'époque, c'était l'époque tapis, hein. Il n'y avait pas tous ces fonds de capital, hein, il n'y avait pas la BPI. Et donc, bah, le niveau des dettes personnelles commençait à monter, mais ça ne nous a pas empêché d'en refaire une autre. Et puis Ouais. bref, non, ça j'en ai connu beaucoup, beaucoup, hein, des échecs. Mais des échecs dont la contrepartie, c'est bah, qu'à 30 ans, vous avez, à l'époque c'était des francs, mais enfin c'est comme si c'était des euros aujourd'hui, 700 000 euros de dette, hein, que vous remboursez ensuite avec vos petits salaires. Donc, si, non, ça j'ai vécu ça. Mais c'est évidemment ultra formateur, hein. C'est ultra formateur. C'est formateur notamment sur le rapport à la peur. C'est-à-dire vous dites: «Bah, même pas mal, quoi». On s'en sort. Bah, bien sûr, même pas mal. Deuxième question, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Je suis pas du tout dans le regret, moi. Donc je ne sais pas du tout répondre à cette question-là. Peut-être rien, Pardon? peut-être rien. Bah, donc rien. Alors cette question, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce que vous trouvez beau au sens métaphorique, autant au sens esthétique, en plus je parle à l'esthète, Oui, à l'amateur, d'art, oui. mais aussi Moi, évidemment, je vois du beau partout. Honnêtement, vous êtes rue Berthollet, par exemple, vous avez un boulanger, au coin là-bas, ouais. qui fait des pains de seigle, qui font, 70 centimètres de long. Vous connaissez ce Ouais, très boulanger? bien. Chez Alexis, hein? Ouais, très bien, j'y vais tous les Son midis pain est d'une quasiment. beauté. D'accord, mais c'est vrai que je sens que vous êtes un esthète. Enfin, que vous aimez le beau, en Enfin oui, fait. oui, bien sûr, nous c'est très important le beau. C'est très, très important et d'ailleurs, on a monté dans toute notre boîte à outils de conseil aux entrepreneurs, on a un Diac Design. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il se développe mieux. On a, créé une communauté de 100 designers qui travaillent avec nous et parce que je pense que très souvent, les entrepreneurs, entrepreneuses des PME se rendent pas compte, de la valeur à l'écart de laquelle ils passent quand ils s'intéressent pas à la pure beauté de leur usine, Ouais. à l'intérieur même de l'usine, la beauté de leurs produits, même leur logo. Quand vous regardez les logos des PME, quand même très souvent vous dites: «Non mais c'est pas possible». Mmh.
Il faut changez-moi ça, quoi, hein, comment voulez-vous attirer les jeunes si vous avez un logo qui ressemble à un logo des années 50 avec une usine, certes ultra productive, mais des années 50 et cetera. Oui, oui, non, je pense que dans l'équation de création de valeur, le sujet de la beauté est fondamental, hein, Je suis d'accord. fondamental. Bah oui, bien sûr, vous pouvez pas être d'accord avec votre métier. À l'inverse, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous enrage? Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir? Ça peut être un comportement, ça peut être des objets, enfin, La est-ce qu'il y a quelque peur, chose? La peur. la peur des autres. Ça, je supporte pas. Que les gens aient peur à ce point, et se couvrent tout le temps, alors bon, on peut avoir de la compassion pour la peur des autres, mais parfois on a le devoir d'être, agacé par la peur inutile de gens, qui sont normalement, en position de devoir être courageux, quoi, tout simplement, hein. Je pense que honnêtement, ça bloque beaucoup la France, hein. Et ça s'apprend le courage? Courage, ça s'apprend, oui. Oui, le courage, c'est quelque chose qui s'observe chez les autres, hein, et l'entourage, et qui contamine. C'est non, non, on peut tout à fait, on peut tout à fait polliniser la France sur la question du courage, hein, bien sûr. Donc c'est ce qu'on fait aussi nous, quand on fait tous nos événements pour Bien héroïser sûr. les entrepreneurs. On les fait monter sur scène, pour que tout le monde entende, hein. C'est fondamental, fondamental. La communication chez nous, c'est pas une fonction support, hein, c'est un métier central et dont l'objet est, d'annihiler la peur des gens, hein, en diffusant effectivement une culture du courage. Mais c'est pas le courage au sens, je vais à la mort, pas du tout. C'est une culture du même pas mal. C'est une culture du tout est possible. C'est une culture du pourquoi avez-vous peur? Expliquez-moi, Mmh. Qu'est-ce qui va se passer? hein? Mais Quel oui, est le pire scénario qui puisse mais arriver? OK, Bien sûr. mettez-vous dans le pire et alors? Mmh. Hein? Et puis surtout, prenez conscience des conséquences sur vous-même, votre vie, votre quotidien, votre estime de vous-même, et cetera, si vous continuez d'avoir peur. Il un moment, vous ne pourrez plus vous regarder dans la glace. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous plaît particulièrement, qui vous anime, peut-être que vous répétez, enfin qui est un peu votre, citation fétiche? Ah oui? J'en ai quelques-unes quand même, hein, dans l'environnement professionnel. Bah, il y a «Haut les cœurs». Mmh. Il y a, ça c'est je Oh sais les pas d'où cœurs, c'est j'aime bien. «Haut les cœurs», c'est formidable. «Haut Ouais. les cœurs», c'est merveilleux. Il y a, «Hardi petit». «Hardi petit», hein. OK. Heu, il y a «Mort aux vaches». Mort aux vaches? Ah oui, mort aux Alors vaches, qu'est-ce que ça veut dire mort aux mort aux vaches? vaches, c'est merveilleux parce que justement mort aux vaches, c'est cette expression du cinéma français qui dit bien tout ce que je viens de dire, hein. C'est-à-dire que les résistances inutiles, la bureaucratie, les gens, l'autre jour, j'ai entendu un entrepreneur qui m'a dit: «Bon, le problème de la France, c'est quand même qu'il y a tous les matins, la moitié des Français qui se lèvent pour faire chier l'autre moitié». C'est pas mal dit. Voilà, et mort aux vaches, ça dit ça. Ah le français aime bien emmerder le monde, ça c'est clair. Mmh. Alors 2 dernières questions pour vous, enfin 3 pardon. Une croyance qui est controversée, celle-ci je l'aime bien aussi. Bon, on en a un peu parlé parce que votre livre finalement c'est un peu ça. Mais est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose que vous pensez ou vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas en phase, on va dire les médias actuels en tout cas, que ce soit en France ou à l'international? Alors, bah, oui, 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 il y en a une qui est, on va dire, à la fois macroéconomique et macropolitique et macro-idéologique, hein, c'est, il faut travailler plus. Il faut travailler Ah oui, plus. on s'en sortira pas, hein. On s'en sortira pas, hein. Le problème, c'est que Il faut aimer travailler aussi, non? non, mais c'est surtout le travail, c'est la santé, le travail, c'est le bonheur et tout et donc une société dans laquelle, tout le monde, revendique, le passage le plus rapide possible à la semaine de 4 jours pour pouvoir préparer les 3 jours suivants. Les 4 jours étant considérés comme aliénants et les 3 autres jours étant, équipés de pied en cap, de matériel Décathlon, pour vivre la vraie vie. Pour moi, c'est une société horrible. Société horrible. Et la société que je souhaite, c'est une société, vitale d'incarnation où, 7 jours sur 7, on est,
dans l'exaltation de sa propre vie, quoi, hein. Voilà, donc il y a des moments où on peut se reposer, mais sinon on a sa mission, on est sur terre pour quelque chose, on est heureux d'être à sa place, dans la production de quelque chose qu'on va ensuite transmettre, et donc la société du non-travail pour moi c'est une catastrophe et de toute façon, l'État-providence français ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. On est dans une situation aujourd'hui de de crise de l'équilibre même de l'État-providence qui dure maintenant depuis tant d'années, hein, et je sais bien que, grande majorité des Français ne veut pas l'entendre, puisque vous me posez la question. Donc moi je le dis. Bah, je vous remercie. Dernière question pour vous, est-ce qu'il y a un ou 2 livres, enfin un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a impacté, à part le vôtre bien sûr, parce que je sais quand on écrit c'est forcément une aventure, mais est-ce qu'il y a un livre qui vous a vraiment touché, dont vous pourriez nous parler? Pourquoi? Est-ce que ça a été un livre aussi important pour vous? Il y en a plein parce que je lis tout le temps moi, donc c'est très difficile Bah, je sais, c'est une question de se piège. souvenir de ce qu'on a lu il y a 6 mois, quand on est absorbé par le dernier. Non, mais pas forcément il y a 6 mois, plus vraiment un livre fondateur. Heu, il y en a un que j'aime bien pour rester cohérent avec notre conversation, qui est le livre du prix Nobel, Edmund Phelps, qui s'appelle «La prospérité de masse». Parce que ce livre, en fait, il dit tout ce qu'on vient de se dire. Donc c'est un prix Nobel d'économie américain, et qui dit: «Une société n'est équilibrée que si, elle engendre constamment par ses valeurs et ses institutions, le dynamisme entrepreneurial». Donc c'est toute la théorie du dynamisme, hein, Mmh. c'est toute la théorie au fond de la traversée énergétique dans une société, complexe contemporaine par l'intermédiaire, de ce qu'il est convenu d'appeler les entrepreneurs, Mmh. hein. Et donc en fait, c'est la théorisation de ce que fait la BPI. Et d'ailleurs, à la fin de ce livre, pourtant c'est un économiste libéral américain, hein, il dit: «Il faut des banques publiques qui soient Mmh. capables de faire ça», hein. Et un très, très beau livre. Très beau livre parce que, bon, il en profite évidemment pour faire un gros travail historique, hein, notamment sur la manière dont l'économie s'est développée à partir du 19e siècle, autour de la figure de l'entrepreneur. Et ça c'est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant parce que ça met en perspective et ça crée un récit quand même très 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 construit. Et ça permet, alors ça il le dit pas, mais ça permet de rappeler que quand les caisses d'épargne ont été créées, c'était je crois en 1830, quelque chose comme ça, ou en 1828, dans ces années-là. Dans le texte de création des caisses d'épargne, il est dit: «Le rôle, notre rôle, hein, c'est d'exciter la société française». Extraordinaire, non? Mmh. C'est heu, dans les statuts créatifs de création des caisses d'épargne françaises, partout dans les territoires. Notre rôle, c'est d'exciter la société Et bah, française. maintenant c'est peut-être le rôle de la Et beh, c'est BPI. complètement notre rôle. Exactement. Excitons la société française. Nicolas, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Ma dernière des dernières questions, c'est si jamais on veut vous suivre, vous êtes présent sur LinkedIn notamment, Oui. donc on peut suivre vos aventures, bien sûr suivre la BPI sur le site, je mettrai tous les liens. Est-ce qu'il y a un autre, média, levier que vous avez envie de mettre en avant? C'est le moment. Bah, on a créé un média, nous, qui s'appelle Big Media. Je sais bien. Voilà, donc Big Media, vous pouvez suivre Big Media, dans lequel vous allez nous retrouver. Vous pouvez suivre le site de la French Fab, qui est très, très actif, le site de la French Touch, Mmh. qui est très actif, le site de la French Care, très puisqu'on crée des tribus, hein, les entrepreneurs, étant une matière émotionnelle, infinie, il est il on les construit en tribus. Chaque tribu a son hymne, ça vous saviez pas, hein? Non, je ne savais pas. Je savais qu'ils avaient chacun leur coq. Bah, chaque coq a son hymne, donc je vais vous D'accord. envoyer les hymnes, Et bah, notamment avec puisque plaisir. vous êtes Fab Je suis French Fab. et Alors j'ai été Touch, oui et les puis j'ai 2. même été un peu tech à un moment parce qu'on fait de l'impression 3D et cetera, donc moi Bah, je vous envoie les 2 je suis hymnes, versatile. Fab et Touch. Merci 1000 fois Merci Nicolas. beaucoup.